Imaginez, vous venez de braquer une banque. Félicitations. 2 millions d'euros en liquide, entre vos mains. Il y a juste un problème. Vous ne pouvez rien en faire. Pas de maison, pas de voiture, pas même un bon restaurant. Parce qu'à la seconde où vous dépensez une somme importante, quelqu'un pose la question. D'où vient cet argent ? Et « je l'ai trouvé » ne suffira pas. C'est le vieux mal de tête du criminel. Et la solution qu'il a trouvée est brillante, audacieuse, presque belle. On appelle ça le blanchiment d'argent. Aujourd'hui, on regarde derrière le rideau. Qu'est-ce que l'argent sale ? Avant de laver l'argent, il faut comprendre pourquoi il est sale. C'est simple. L'argent sale, c'est de l'argent né du crime. Drogue, fraude, corruption, pot de vin, évasion fiscale. L'État n'a pas eu sa part. Et vous ne voulez surtout pas que le fisc, ou pire, le Tracfin, le découvre. Le problème, c'est que l'argent laisse des traces. Chaque virement, chaque achat, chaque compte. Une empreinte. Et les enquêteurs suivent les empreintes. Le jeu du blanchiment tient en une phrase. Transformer un argent qui crie « je viens d'un crime » en un argent qui murmure « tout va bien, ne me regardez pas ». C'est tout. C'est le jeu entier. L'étape la plus dangereuse. Vous avez une pile de billets. Il faut la faire entrer dans le système bancaire sans éveiller les soupçons. Réfléchissez. Vous entrez dans une banque avec un sac de sport contenant 800 000 € en petites coupures. Le guichetier a des questions. Le Tracfin aussi, quelques heures plus tard. Petite précision utile ici. Le Tracfin, c'est la cellule française de renseignement financier, l'organisme que les banques sont obligées d'alerter en cas de mouvement suspect. C'est un peu le cerveau derrière la traque de l'argent sale en France. Alors les criminels s'adaptent. La méthode classique, le saupoudrage. Vous fractionnez votre pactole en dizaines de petits dépôts, chacun soigneusement calibré sous le seuil qui déclenche une déclaration automatique. En France, comme dans toute l'Union européenne, ce seuil est fixé à 10 000 €. Des dépôts de 9 800, de 9 500, de 9 750. Répartis sur plusieurs banques, plusieurs comptes, plusieurs jours. Certains embauchent même des hommes de paille pour faire la tournée des banques. Fastidieux, lent, presque ennuyeux pour une vie de crime. Autre méthode, les commerces à forte liquidité. Un restaurant, un lave-auto, un bar à chicha, des lieux où l'argent liquide coule à flot et où personne ne vérifie vraiment. Vous mélangez votre argent sale aux recettes légitimes. Vous gonflez les chiffres. 400 clients fictifs. Et vous déposez le tout comme une journée normale. C'est exactement le but. Les sociétés écrans sont l'outil parfait pour ça. Une entreprise qui existe sur le papier, mais qui ne fait rien dans la réalité. Aucun employé, aucun produit, aucun bureau. Juste un nom, une adresse, un compte bancaire. Et le pire, c'est qu'on n'a même pas besoin d'aller très loin. Au Luxembourg, à Chypre, dans certains montages en Irlande. On crée une société écran pour quelques centaines d'euros et le nom du véritable propriétaire n'apparaît nulle part, caché derrière des montages juridiques en cascade. Alors, quand les enquêteurs cherchent le propriétaire de l'argent, ils trouvent une entreprise, détenue par une autre entreprise, détenue par un trust, gérée par un avocat protégé par le secret professionnel, dans un pays au secret bancaire quasi absolu. Félicitations, vous venez de heurter un mur. L'argent est dans le système. Maintenant, il faut qu'on ne puisse plus jamais remonter jusqu'à vous. Ici, ça devient élégant, ou ridicule, selon le point de vue. Le but ? Faire circuler l'argent tant de fois, à travers tant de comptes, dans tant de pays, que les enquêteurs finissent par abandonner. Vous construisez une piste qui ne mène nulle part, exprès. Un virement depuis une banque française vers une société écran au Luxembourg, qui prête à une autre société écran à Chypre, qui investit à Malte, qui reverse des dividendes vers un compte personnel, retour en France. 5 ou 6 mouvements comme celui-là, et même les enquêteurs les plus aguerris perdent le fil. La ligne d'arrivée. L'argent a été placé, empilé jusqu'à devenir méconnaissable. Et maintenant, il revient vers vous, propre,
légitime. Prêt à financer un yacht, un penthouse ou simplement une retraite très confortable. Voici les techniques favorites des criminels. L'immobilier. Un appartement de luxe à Paris ou sur la Côte d'Azur, acheté via une fausse société. On garde 1 an, on revend, et voilà, votre magot devient un bénéfice immobilier. Les beaux quartiers parisiens regorgent d'appartements vides, achetés cash, appartenant à des sociétés fantômes basées à l'étranger. Un désastre pour ceux qui cherchent un logement. Une aubaine pour les escrocs. L'art. Un tableau se vend 50 millions d'euros aux enchères. Personne ne vérifie s'il vaut vraiment ce prix. Personne n'exige de savoir d'où vient l'argent. Le monde de l'art est notoirement opaque. C'est exactement pour ça qu'il est notoirement utilisé. On investit, on revend plus tard. Revenu propre. Et en prime, on a quelque chose de joli à accrocher au mur en attendant. L'ONU estime qu'entre 800 milliards et 2000 milliards de dollars sont blanchis chaque année dans le monde. 2% du PIB mondial. Et sur tout cet argent blanchi, les enquêteurs n'en saisissent qu'environ 1%. 1%. Les criminels affichent un taux de réussite de 99%. Si n'importe quelle autre industrie affichait un tel score, on parlerait de miracle. Dans le crime, on appelle simplement ça la routine.